Bonjour à tous, merci à tous ceux qui ont rejoint la conférence. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la semaine Forum Semences et Plants. Donc voilà, donc je me présente Marion Bouviala de la FNAMS. Avant de passer la parole au présentateur de cet après-midi, je vais faire un petit point d'organisation en fait pour ce forum. Alors, ce webinaire va durer 1 heure. Il va être en 2 parties. Donc, la première partie, ce sera une partie de présentation, donc, pendant laquelle on va vous demander de couper vos micros pour éviter tous les bruits parasites et également, ceux qui ne présentent pas, de couper les caméras pour libérer un peu de bande passante au niveau des débits Internet. Voilà, et il y aura une deuxième partie en fait d'échange où vous pourrez poser toutes les questions aux intervenants de cet après-midi. Alors, comme on va être un petit peu nombreux, pour faciliter les questions et les prises de parole, en fait, il y a une boîte chat, une boîte de dialogue. Donc, en fait, c'est en haut à droite de l'outil. Il y a une petite bulle de BD qui est affichée. Donc, vous cliquez dessus et ça vous ouvre la boîte de dialogue. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau du webinaire et comme ça, ils pourront y répondre au moment des échanges. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vais passer donc la parole au GNIS pour ce webinaire sur les aspects contractuels de la relation entre agriculteurs multiplicateurs et établissements semenciers. Bonjour à tous, Vincent Delaunay, donc le délégué régional de centre du GNIS, pour je me présente. Nous allons cet après-midi, pour ce deuxième webinaire, si ça veut passer à la diapo suivante, voilà, aborder les aspects contractuels de la relation agriculteur multiplicateur établissement semencier. La présentation va durer à peu près 40-45 minutes et elle se fera à 3 voix avec mes 2 collègues, Jonathan Pétry et Élise Leclerc, donc le chargé de com et mon adjointe. Donc, je vous remercie de conserver vos questions ou de les noter pour qu'on puisse y répondre en fin de présentation. Donc, avant de commencer, pour commencer, je vais présenter rapidement la filière semences et plants et le GNIS. Donc, pour ceux qui l'avaient ce matin, qui étaient présents ce matin, ça va être un peu une redite, mais pour les autres, rapidement, en France, la filière semences et plants, c'est 72 entreprises de sélection qui vont développer de nouvelles variétés et améliorer différentes variétés. Puis, environ 250 entreprises de production. Ces entreprises associées aux agriculteurs multiplicateurs via des contrats qu'on va développer aujourd'hui, augmentent le volume de semences pour les mettre à disposition de tous les utilisateurs finaux qui produisent des plantes pour la consommation. Donc, ces deux entités passent par à peu près 8000 distributeurs et les distributeurs mettent à disposition donc les semences en France auprès des agriculteurs utilisateurs, 326 000 agriculteurs et des 16 millions de jardiniers qu'on est tous, tout à chacun. Donc, la filière représente environ 15 000 emplois en France. Et l'ensemble de ces acteurs, entreprises de sélection, production, agriculteurs multiplicateurs et distributeurs, font de la France le premier exportateur mondial de semences. De cette filière, elle est structurée, elle est organisée et elle se retrouve afin d'échanger et d'avancer au sein du GNIS, l'interprofession, qui regroupe des fédérations des organisations professionnelles du secteur des semences et plants. Donc le GNIS, c'est un organisme privé où les professionnels désignés par différentes familles sont regroupés au sein de 5 collèges, les 5 collèges reprenant les différents étages de la filière, les sélectionneurs, les producteurs, les multiplicateurs, les distributeurs et les utilisateurs. Et ils sont organisés en sections qui sont des groupes d'espèces. Le GNIS est aussi en charge de missions de service public et il a été structuré par décret en 1962. Sa raison d'être du GNIS, elle est bien en accompagnement de tous ces professionnels, tous ces opérateurs, d'assurer la disponibilité et la fourniture de semences de qualité
pour répondre aux différentes attentes des agriculteurs, des jardiniers et du consommateur jusqu'aux citoyens. Et ce, en France et aussi à l'étranger. Les grandes missions du GNIS, donc c'est bien d'animer le dialogue et les échanges entre les acteurs de la filière, et en plus d'entre les acteurs, c'est aussi de structurer ces échanges avec les pouvoirs publics. Ainsi, le GNIS sert d'interface entre les acteurs et les pouvoirs publics, comme par exemple dans le cadre des accords interprofessionnels, où le GNIS accompagne les acteurs et suscite et organise leurs échanges pour définir ces accords qui sont ensuite proposés au pouvoir public afin d'être reconnus. Le GNIS, c'est aussi accompagner le développement de la filière, tant en France qu'à l'international, par du support de différentes actions techniques, mais aussi par des actions de communication, par groupe d'espèces, auprès à la fois des différents étages, des distributeurs, mais des consommateurs, via l'enseignement, via différents salons, et faire connaître et comprendre cette filière. Enfin, comme je disais juste avant, le GNIS a des missions de service public. Il a en charge le contrôle de la qualité des semences et de la certification, et le contrôle sanitaire de ces semences qui sont réalisés à travers son service officiel de contrôle et de certification des semences, le SOC, qui est un service dédié, technique dédié au sein du GNIS. Après cette courte présentation, on va revenir sur notre problématique aujourd'hui, qui est centrée autour du rapport et du rapport contrat et du contrat entre l'agriculteur multiplicateur et les établissements semenciers. Aussi, on a essayé d'aborder le sujet sur un certain nombre de questions que vous posez probablement en tant qu'agriculteur multiplicateur. Alors, je ne vois pas trop. Voilà les questions. Donc, quand doit-je signer le contrat? Est-ce qu'il doit toujours avoir un contrat? Avec qui? Qui est-ce qui signe? Qui est-ce qui est en charge de ce contrat? On a entendu parler de convention type, c'est quoi? Donc, toutes ces questions que vous posez probablement, eh ben, on va essayer d'y répondre cet après-midi. Et si vous en avez d'autres, vous pourrez les noter. On essaiera aussi de leur apporter des réponses. Donc, je vais laisser la parole maintenant à mes deux collaborateurs, Élise et Jonathan, pour commencer avec une première question. Il doit y avoir quoi dans ce contrat, Jonathan? Oui, tout à fait. Merci Vincent. Donc, bonjour à tous. Pour l'animation avec Élise, on va vous faire, comme vient d'expliquer Vincent, un petit jeu de rôle. Donc, je vais poser les questions au fur et à mesure et Élise y répondra. Donc, pour commencer, concernant les contrats, il doit y avoir quoi dedans, Élise? Bonjour à tous. Alors, le contrat, en fait, on devrait plutôt dire les contrats, puisqu'il y a deux parties à ce contrat de multiplication de semences. Il y a la convention type et son annexe, et le contrat commercial. L'ensemble permet d'avoir un engagement réciproque qui est bilatéral entre l'établissement et l'agriculteur. Alors, on a une petite exception à cet engagement bilatéral, c'est quand il y a des organisations de producteurs, puisque ces organisations de producteurs ont aujourd'hui le droit entamer directement des négociations collectives avec les établissements. Il en existe notamment en pommes de terre. Ça dépend de leur statut. Et ça dépend de leur statut. Il faut bien que ce soit des organisations de producteurs reconnues, sinon ils ne peuvent pas. D'accord, merci Élise. Et qui propose ce type de contrat? Alors, c'est quelque chose qui a changé. C'est l'agriculteur, en fait, qui doit être à l'initiative du contrat. C'est lui qui doit proposer ce contrat avec l'établissement. Il doit, par exemple, dire, voilà, moi, j'ai des hectares de disponibles, je serais intéressé pour multiplier telle espèce. Et sur cette parcelle, je peux mettre en place de l'irrigation. Par ailleurs, je peux aussi stocker. Voilà. Et puis, il peut aussi voilà, faire une demande de rémunération. Donc, on est vraiment dans une inversion de la relation contractuelle. Aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui doit être à l'initiative du contrat et de la relation contractuelle. Et dans quel cas dois-je signer un contrat du coup? Eh bien, c'est assez facile. C'est dans 100% des cas. Donc, puisque 100% des surfaces de multiplication de semences et plants
font l'objet d'un contrat entre l'agriculteur et l'établissement semencier producteur de semences. L'objectif est bien de garantir l'activité des agriculteurs et des établissements semenciers. D'accord. Donc, ce contrat, il est éligible pour toutes les espèces, tous les modes de production? Effectivement, ce contrat, il est éligible, comme bon nombre d'entre vous doivent le savoir, pour les espèces certifiables, donc celles qui sont listées au niveau européen et au niveau français. Mais pas que. On peut aussi avoir des contrats de multiplication de semences pour des espèces qui ne sont pas dans le schéma de certification classique, donc les règlements techniques, les schémas OCDE ou les schémas de la CENU pour les pommes de terre. Donc voilà. Après, par ailleurs, il peut y avoir des contrats de multiplication pour tout type de mode de production, que ce soit du conventionnel, de la conversion, du bio. Et on peut aussi également avoir des contrats de multiplication pour tout ce qui est matériel hétérogène. Et enfin, ces contrats, ils sont à privilégier aussi, enfin, ils sont à mettre en place pour toutes les cultures qui sont mises en place sur le territoire national, qu'elles soient livrées en France ou en dehors de la France. Donc, par exemple, si je suis agriculteur dans le nord de la France, je peux livrer ma marchandise en Belgique. Mais je fais quand même un contrat dans le sein de l'organisation classique que je vous ai montré avec la convention type et le contrat commercial. Donc, si je comprends bien, quelles que soient les espèces que je multiplie, certifiables ou pas, je dois faire un contrat, je dois avoir un contrat avec deux parties, donc la convention type et un contrat commercial entre moi, agriculteur, et l'entreprise semencière. C'est exactement ça. D'accord. Et justement, j'ai entendu parler, et j'entends régulièrement parler de convention type. Qu'est-ce que c'est et ça sert à quoi? Alors, la convention type, eh bien, c'est un accord. C'est un accord interprofessionnel qui a été conclu entre les établissements semenciers et les agriculteurs multiplicateurs. Notamment, cet accord interprofessionnel il est discuté au sein des sections du GNIS. Donc, ces sections du GNIS discutent régulièrement et se mettent d'accord sur cette convention type. Et par ailleurs, il y a aussi des annexes qui sont spécifiques aux espèces. Ensuite, ces textes, une fois qu'ils ont été bien discutés, ils sont adoptés par le conseil d'administration du GNIS. Et les ministères de l'Agriculture et de l'Économie vont rendre obligatoire, on dit que les accords sont étendus, et donc ils vont rendre obligatoire ces dispositions pour l'ensemble des agriculteurs et pour l'ensemble des multiplications. Et le dernier qui a été travaillé est en application depuis le 1er juillet 2020. Donc tout ce qui a été semé depuis le 1er juillet 2020 vont être sur la matrice de la nouvelle convention type. Donc étendu à tout le monde, aux Étendu à tout le monde. opérateurs qui sont membres du GNIS comme les autres. Tout à fait. Et dans la pratique, en fait, ce sont des règles qui sont regroupées dans un document et ça lie l'agriculteur multiplicateur et l'établissement producteur de semences. Bien sûr, toutes ces règles sont bien sûr disponibles sur le site internet du GNIS. On peut les retrouver dans la partie agriculteur multiplicateur sur le site. Oui, et sur votre moteur de recherche favori, vous pouvez taper convention type GNIS et vous allez les trouver directement également. D'accord. Donc un site riche d'informations, impeccable. Et du coup, quelles sont mes obligations alors pour ma partie agriculteur et puis également pour le producteur? Alors, si on reprend les obligations, on a une grosse partie des obligations d'entreprise qui sont des obligations, on va dire, d'information ou techniques. Par exemple, l'entreprise semencière va devoir fournir les cahiers des charges techniques, donc expliquer comment le semis est attendu. C'est notamment le cas pour les semences qui sont hybrides, puisqu'il y a des protocoles de semis spécifiques. Ensuite, on a des prescriptions réglementaires de production pour les matériels. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les règlements techniques.
Donc, les règlements techniques qui expliquent les normes et qualités attendues au niveau des cultures doivent également être remises aux agriculteurs. Ensuite, bien sûr, l'agriculteur, pour pouvoir mener à bien sa culture, il doit être au courant de maximum d'informations sur la culture en elle-même et sur la variété, puisqu'il doit savoir, par exemple, si la variété est résistante à telle ou telle maladie ou sensible à telle ou telle maladie. C'est important parce que l'agriculteur, derrière, ne procédera pas à un suivi de sa culture de la même façon. Donc, il a besoin d'être au courant de ces informations-là. Puis, il peut y avoir quelques descriptions de la plante. Effectivement, si on attend des fleurs blanches et qu'on a des fleurs bleues, l'agriculteur, il faut absolument qu'il puisse être au courant pour avertir au plus vite l'établissement semencier. Donc voilà, donc ça fait les parties, on va dire, du package d'informations, on va dire, à titre général. Et après, dans le suivi de la culture, l'entreprise doit informer l'agriculteur s'il y a des anomalies, par exemple des isolements avec des problèmes sur un jardinier voisin qui aurait mis des plantes qui ne doivent pas, qui peuvent se croiser avec la culture, s'il y a des repousses, s'il y a des adventices qui sont présents dans la culture. Donc voilà, et puis de ce fait-là, il doit aussi informer l'agriculteur des travaux qui peuvent être conduits, qui doivent être conduits d'ailleurs sur la parcelle. Et enfin, l'entreprise doit prendre en charge la récolte. Donc une fois que l'agriculteur livre la récolte, qui est une des obligations de l'agriculteur, elle doit être prise en charge par l'entreprise. Donc l'agriculteur, lui, de facto, lui doit mettre en œuvre l'ensemble des prescriptions qui lui sont demandées pour mener à bien la culture, puisque c'est lui qui est en charge et qui a la responsabilité de mener à bien la culture. Donc, c'est lui qui doit maintenir en bon état, bien entendu, la culture et l'efficacité de tous les dispositifs de production. Donc, ça peut être, par exemple, l'irrigation, mais ça peut être aussi les ruches, des bonnettes quand on est sur des cultures hybrides. Enfin, tout un tas de prescriptions qui peuvent être liées à la spécificité de la culture de semences. Et cette convention précise-t-elle d'autres choses? Et oui, elle va préciser également des modalités de livraison, de stockage, alors d'agréage, de certification avec potentiellement des échantillons qui sont à réaliser avant, après livraison, des analyses. Elle va aussi préciser des éléments sur la rémunération et la facturation, notamment les modalités de paiement, des échéanciers qui seront fixés. Et puis, elle va donner des lignes plus générales sur tout ce qui va être donné à caractère personnel, les cas de force majeure, comment résilier son contrat et puis les éléments sur les litiges. Donc des conventions types qui sont très riches en informations. Oui, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut lire très attentivement sa convention type. Et c'est là que je sais combien je suis payé? Et non, pas encore. Puisque ce n'est pas le rôle de la convention type de définir le montant du paiement au contrat. Donc, du coup, tous les agriculteurs ont-ils le même contrat? Eh bien non, tous les agriculteurs n'ont pas le même contrat puisque vous avez vu, nous avons une convention type qui effectivement est la même pour tous les agriculteurs, mais nous avons aussi un contrat commercial. Et ce contrat commercial, lui, est unique et spécifique à chaque agriculteur. Effectivement, les surfaces ne seront pas les mêmes, les modalités de culture ne peuvent pas toujours être les mêmes. Donc voilà. Et puis les éléments de rémunération aussi sont des choses qui sont négociées. Donc la totalité de ces éléments sont négociés entre les deux parties. C'est ce qui fait qu'il y a un contrat qui est spécifique pour chaque agriculteur multiplicateur et même pour chaque culture. Donc dedans, dans ce contrat commercial, il y aura les modalités de rémunération, tout ce qui peut être quantité, qualité, les éléments d'assurance. Et ce contrat, il doit être conclu ou signé au plus tard au moment des semis. Alors, conclu ou signé, ça veut dire qu'il doit être soit oral, soit écrit, mais bien sûr, l'écrit est quand même fortement à privilégier. Et donc, une information importante, le contrat commercial ne peut pas être contraire à la convention type. Donc, il faut être attentif à ce qui est dans la convention type pour ne pas être en contradiction. Et en plus de ce contrat commercial, il y a quelque chose qui peut être un élément aussi contractuel supplémentaire, ça s'appelle le mandat de facturation. Donc le mandat de facturation, il doit bien être distinct du contrat, donc ça fait une troisième pièce de contractualisation.
Ce mandat de facturation permet en fait à l'établissement semencier de réaliser la facturation pour le compte de l'agriculteur. D'accord. Merci pour ces précisions. Et du coup, comme se posait la question Vincent tout à l'heure, comment la rémunération se passe-t-elle? Alors, la rémunération, comment ça se passe? Eh bien, cette rémunération, elle est fixée dans ce contrat commercial. Donc, soit on a deux possibilités. Soit le prix est fixé, donc directement, vous savez le montant de votre rémunération. Soit il y a les modalités de fixation du prix qui y sont précisées. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces modalités de fixation du prix? Eh bien, c'est des indicateurs qui vont permettre de calculer le montant qui sera payé à la fin, à l'arrivée au contrat, donc à l'aboutissement du contrat. Donc, ces indicateurs, ils sont relatifs au coût pertinent de production et il y a aussi un indicateur qui est relatif au prix des produits agricoles. C'est l'ensemble de ces deux indicateurs qui est obligatoire. Par ailleurs, il peut également y avoir des éléments de type qualitatif et quantitatif qui sont adossés à cette fixation de prix. Et pour aider, le GNIS met en place des indicateurs et on a donc des notes de conjoncture qui sont spécifiques au groupe d'espèces qui sont publiées également sur le site internet du GNIS et qui permettent d'avoir des informations sur les indicateurs de paiement. Alors, il y a l'autre point sur la rémunération. Donc là, on a vu le paiement, mais il n'y a pas que le paiement et le prix du contrat. Il y a tout ce qui est modalité de rémunération. Donc, les modalités de rémunération doivent également être fixées par le contrat commercial. Donc, ça va être des éléments de facturation des semences mères. À quel moment elles se font elle se fait cette facturation? Ça peut être des modalités d'acompte. À quel moment sont les acomptes? Quel est le pourcentage de montant de l'acompte? Il y a des modalités aussi sur la facture. La facture, elle est émise, elle, à la livraison et elle va être selon le montant défini des acomptes. Il peut y avoir des modalités sur les frais de stockage, les frais de transport, potentiellement des analyses et des échantillons. Alors, il y a un cas particulier, c'est quand l'agriculteur est coopérateur du coup, il peut, lui, avoir des modalités un peu différentes de paiement, puisque ce sont les modalités générales de la coopérative qui s'appliqueront. D'accord. Donc, merci pour tous ces éléments. Par contre, s'il m'arrive un problème, que j'ai réalisé mon contrat, mais s'il m'arrive un problème, qu'est-ce que j'ai comme recours du coup? Alors, s'il arrive un problème pendant la réalisation du contrat, eh bien, il est toujours privilégié de régler à l'amiable le problème. C'est la meilleure des solutions. Néanmoins, il y a deux autres possibilités. La première, c'est que la convention type prévoit que dans le cadre d'un litige, il y a une commission interprofessionnelle de conciliation qui puisse se réunir et celle-ci donnera un avis. Cet avis, après, soit les parties prenantes du litige le prendront en compte et de ce fait-là, le problème sera réglé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette commission de conciliation, elle doit toujours être mise en œuvre préalablement à toute instance judiciaire. C'est une commission qui est gratuite, sauf les frais de déplacement si vous devez vous déplacer sur le site pour pouvoir se réunir lors de cette commission. Et voilà. Après, comment on fait pour la saisir? Eh bien, c'est un simple courrier recommandé qui est envoyé, qui explicite bien sûr la problématique rencontrée et le maximum de documents qui pourront être pris en compte dans cette commission. Et vous avez là une adresse mail et un numéro de téléphone si vous avez besoin de suppléments d'informations sur cette commission. Après, une fois que cette commission est passée, il y a toujours la possibilité d'aller en justice. Et donc, à ce moment-là, ce sera le tribunal compétent du lieu de production qui rendra son jugement quant au litige rencontré.
Donc, si je comprends bien, si j'ai un litige, autant que faire se peut, j'essaye de me débrouiller, d'arriver à un accord à l'amiable entre les parties prenantes. Mais sans cela, je passe systématiquement par la case commission interprofessionnelle de conciliation et qui émettra un avis. Et suite à cet avis, où je suis en mesure d'avoir un accord à l'amiable, ou sinon je vais en justice. C'est exactement ça. Y a-t-il d'autres points encore sur les problèmes? Et oui, alors ce que l'on conseille au maximum, c'est que ce soit dans le cadre d'un problème ou dans le cadre général du suivi de ce contrat de multiplication, c'est qu'il y ait absolument le maximum de traces écrites qui soient gardées des échanges, parce que l'idée, c'est de ne pas attendre que le problème arrive pour se mettre à rassembler les écrits, puisque là, on perd une partie des informations et une partie du problème, et ça rend le litige plus difficile à gérer et à mettre en place. Par ailleurs, il est vraiment important que ce soit fait tout au long de l'exécution du contrat. Par exemple, s'il y a le visite d'un technicien dans le champ, eh ben, on se fait un petit point au bout du champ sur, les problèmes rencontrés ou, les éléments. Ce qui est important, c'est bien sûr que, il y a un petit écrit qui soit fait, a posteriori, donc soit de la part de l'établissement, soit de la part de l'agriculteur. Et ainsi, tout est clair, entre les 2 parties.